Maintenant, on s'entretient avec la candidate de Québec solidaire dans Saint-François, Mme Mélissa Généreux. Mme Généreux, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Ah ben écoute, ça me fait vraiment plaisir. On est désolé. On commence à trouver un peu plus en retard là, que d'habitude là, parce qu'il y a eu des problèmes techniques au niveau du téléphone, mais on va discuter avec vous, Mme Généreux, premièrement, de la plateforme santé de Québec solidaire. Quand que je regarde votre plateforme, c'est inscrit que vous voulez un réseau de CLSC ouvert 24/7, qui soit accessible pour tous, puis créer une porte d'entrée, dans le fond, pour permettre aux Québécois, aux Québécoises d'accéder au réseau de santé et aux services sociaux. Quand j'ai lu ça, j'ai fait... Il me semble que le Parti québécois propose la même chose. En quoi que cet aspect-là de votre plateforme se différencie du Parti québécois? Oh, ben je pense qu'on ne se cachera pas qu'il y a quand même certaines ressemblances et je pense que je vois pas du tout une menace. Je vois qu'on a eu des bonnes idées puis qu'on n'est pas les seuls à avoir eu ces idées-là. Maintenant, reste à voir qui l'a eu en premier, mais moi, je suis pas là pour débattre de ça, mais vraiment pour dire, au bout du compte, c'est de revenir à la base. C'est de se dire que les CLSC, c'est pas une invention, là, c'est pas une nouvelle affaire qu'on essaie de mettre sur pied. C'est plutôt de dire que, puis moi, je sais que j'étais dans le réseau depuis quand même plusieurs années, puis ça marchait très bien, les CLSC. Puis là, tranquillement, ben, on a déshabillé un peu les CLSC pour essayer de mieux garnir les GMF, les groupes de médecine de famille. On a enlevé des infirmières, on les a envoyés là, les nutritionnistes, psychologues, travailleurs sociaux. Bien qu'aujourd'hui, nos CLSC fonctionnent vraiment pas de façon optimale. Puis nos GMF non plus, parce que vous savez, tout le monde sait que c'est difficile d'avoir accès aux GMF. Ça, c'est si on a la chance d'être inscrit. Et encore là, c'est difficile de réussir à voir son médecin ou un autre professionnel, même quand on est inscrit. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est rapatrier toutes les ressources pour vraiment les centrer sur les CLSC en se disant qu'il n'y a pas besoin d'avoir une inscription. C'est pas besoin d'avoir gagné à la loto là, des GMF. Vous avez un code postal, vous avez un CLSC qui a été attitré. Puis, il n'y a pas d'histoire de est-ce que je vais réussir à voir ou pas quelqu'un. Il y a aussi ça très intéressant dans la plateforme de Québec solidaire, c'est de dire que c'est pas juste le CLSC, mais c'est le 811 qui devient la vraie porte d'entrée. Donc, quand vous appelez au Info Santé, là, le 811, au lieu de juste vous faire dire tu devrais peut-être aller à l'urgence, nous, ce qu'on dit, c'est que le 811, on va rehausser un peu les services de manière à ce que quand tu appelles, tu dis, regarde, voici mon problème. Là, la personne au téléphone, qui est, mettons, une infirmière, va être capable de prioriser ton besoin. Tu dis, regarde, toi, là, c'est peut-être pas à l'urgence que tu as besoin d'aller, mais je vais m'assurer que quelqu'un du CLSC te rappelle demain parce que tu as besoin d'être vu dans la prochaine semaine. Vous voyez, donc ça, là, cette combinaison-là de 8 à 1 rehaussé qui est en lien direct avec le CLSC de manière à ce que tu n'aies pas à raconter toujours ton histoire à 4-5 personnes différentes. C'est vraiment ça la vision qu'on a à Québec solidaire. Est-ce qu'on peut dire que la place que vous voulez, dans le fond, remettre au CLSC puis la ligne 811 que vous parliez, c'est une manière de prévenir les choses pour décharger le système de santé en ce moment qui est quand même surchargé là, un peu partout dans la province? Mais c'est totalement ça. Parce qu'en ce moment, là, on a le nez collé trop proche de l'hôpital puis de l'urgence. On se dit, mon Dieu, ça déborde à l'urgence, ça déborde dans les hôpitaux. Donc, le problème doit être là, puis les solutions doivent être dans les hôpitaux. Mais non, c'est ça l'affaire. La raison pour laquelle ça déborde à l'urgence, c'est parce que les gens savent plus trop à quelle porte cogner. Puis, bien évidemment, il y a personne qui a vraiment le goût d'aller à l'urgence, sachant très bien qu'il risque d'attendre plusieurs heures. Donc, on vit avec notre bobo, puis on attend. Mais des bobos qui auraient vraiment gagné à être vus avant, là, quand, je sais pas, un mot de dos qui empire, ou je sais pas, j'ai mal à l'oreille, j'aurais dû être vu avant. J'ai mal à l'âme aussi. Là. Il y a beaucoup de gens qui se pointent à l'urgence, qui reviennent avec des idées suicidaires assez sérieuses, alors que c'est probablement pas d'hier là, qui souffrent, puis que s'ils avaient pu parler à quelqu'un beaucoup plus tôt dans leur processus, il n'y aurait probablement pas eu à aller à l'urgence. Donc, c'est non seulement de désengorger les urgences en donnant la chance aux gens d'être vus un peu plus tôt dans leur processus de maladie, mais moi, je me dis ici, en termes de qualité de vie, c'est pas le fun là, d'avoir un problème, puis de plus savoir à quelle porte cogner, puis d'attendre que ça soit trop grave avant de pouvoir recevoir de l'aide. Je trouve que c'est comme pas acceptable en 2022 de vivre au Québec puis de pas avoir ce type de service-là. Vous avez mentionné justement là, que à l'urgence, souvent des problèmes. En fait, il y a des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale qui se retrouvent à l'urgence. On sait que souvent, les personnes qui répondent à ces appels-là, c'est les policiers, puis qui n'ont pas nécessairement la formation pour, dans le fond, traiter ces cas-là. Puis c'est surtout pas leur responsabilité. Chez Québec solidaire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour décharger les policiers de ce fardeau-là? Oui, puis exactement. On le voit un petit
peu moins à Sherbrooke, quoique déjà, on a certains indices de la montée de la violence qu'on voit, entre autres, là, à Montréal. Puis, c'est un réel enjeu parce que, dans un sens, lorsqu'on sait qu'il y a une bonne proportion des appels au 911 puis vers le corps policier ou des interventions qui sont plus liées à des crises, on va dire, plus psychosociales ou à des gens, tu sais, quand je dis santé mentale, moi, je pense pas qu'il faut vraiment tout le temps imaginer quelqu'un qui est en épisode de psychose lié de schizophrénie. Là, tu sais, ça peut être un débordement de trop de colère, de trop d'anxiété, puis là, on fait... ça déborde, puis ça peut sortir avec des comportements peut-être moins acceptables publiquement, puis des chicanes, puis des conflits. Bon, mais tout ça, je me dis, tu sais, pendant que, un peu comme ce que vous dites, que pendant que les policiers sont interpellés parce que là, il y a un désordre public ou il y a des gens qui appellent parce qu'ils sont inquiets du comportement de leurs voisins, voisines, par exemple, mais ces policiers-là, policières-là sont pas sur le terrain en train de lutter vraiment contre le crime organisé, puis essayer de prévenir un peu plus la montée de la violence. Donc, pour Québec solidaire, exactement, tu sais, à la fois agir beaucoup plus au niveau de la santé mentale à l'aide d'un service, d'un soin de santé qui est beaucoup plus fort en prévention avec les CLSC, c'est une chose, mais aussi s'assurer que laisser les policiers pouvoir vraiment travailler pour leur travail de policier, donc plus à la lutte au crime organisé. Là, je dirais que les deux vont de pair finalement, donc d'avoir plus d'interventions psychosociales dans les rues pour décharger les policiers pour faire leur vrai travail, ça fait aussi partie de nos propositions. Au niveau de la santé mentale, vous voulez aussi, dans le fond, investir quand même massivement là, dans le système public. Là. Vous avez annoncé, en fait, il a été annoncé, je pense même que c'est même vous qui l'avez fait là, au courant de la fin de semaine, que vous voulez majorer les salaires des psychologues dans le secteur public. On veut embaucher 900 nouveaux psychologues. Aussi, on veut embaucher 1000 professionnels pour divers services de psychothérapie, là, sexologues, psychoéducatrices, travailleurs sociaux. C'est une mesure qui va coûter 280 millions de dollars, mais moi, je me demande, là, les 900 nouveaux psychologues, est-ce que c'est des personnes qui travaillent déjà dans le réseau privé qu'on veut ramener dans le réseau public ou c'est littéralement des psychologues qui terminent leurs études qu'on veut qu'ils restent dans le réseau public? Ben, je dirais un peu des deux. Là. C'est sûr qu'on a quand même déjà perdu beaucoup de psychologues qui travaillaient du public qui ont décidé d'aller vers le privé. Donc, tu sais, quand on dit 900 psychologues, c'est tout à fait possible. Ils existent. C'est pas... qu'il faut former plein de nouveaux, il faut aller en repêcher dans d'autres provinces ou des choses comme ça. On est vraiment une province qui est quand même très riche en psychologues, mais la grande majorité ont décidé d'aller vers le privé. C'est comme une exode qui se voit de plus en plus. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi les psychologues vont de plus en plus vers le privé, puis essayer de corriger la raison qui les fait s'évader vers le privé. Puis dans les raisons qu'on nous dit tout le temps, bien sûr, il y a des déséquilibres au niveau du salaire. C'est sûr que si au privé, vous faites 2 fois plus d'argent qu'au public, ça se pourrait que vous soyez tenté d'aller travailler là. Mais il y a aussi toute la notion d'autonomie professionnelle. Nos psychologues, c'est des gens qui ont fait des études avec jusqu'à un doctorat, puis bon, ils aimeraient pouvoir exercer de la manière dont ils l'entendent. Tu sais, donc, peut-être si je vais avoir un type d'approche thérapeutique qui nécessite de prendre peut-être, je sais pas, moi, plus de temps avec le patient ou de le voir plus souvent ou pendant un certain nombre de séances et que là, le réseau public leur dit non, nous, c'est maximum, je sais pas, 8 séances et puis c'est maximum 40 minutes. Puis, tu sais, qu'on vient un peu imposer les règles de pratique, bien ça, évidemment, on enlève l'autonomie professionnelle puis ça peut désenchanter plusieurs personnes. Fait que ça, c'est d'une part rehausser les conditions de pratique, incluant l'autonomie, mais aussi le salaire au public pour aller rechercher ce qu'on a perdu. Mais je pense aussi que de rendre tout simplement le réseau public comme étant plus attractif de manière à ce que tous nos nouveaux diplômés aient le goût de venir au public. Et puis, c'est un cercle vicieux notre affaire parce que moins qu'on a de psychologues au public, moins qu'on a de stages disponibles pour les gens qui étudient au doctorat en psychologie au public. Donc, si la personne n'a jamais fait vraiment de stage au public puis elle a juste vu la pratique au privé, bien, c'est bien évident qu'elle va être encore plus tentée d'aller exercer directement au privé. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais c'est tout à fait réaliste qu'on propose. D'ailleurs, c'est des mesures qu'on a vraiment travaillé avec la coalition des psychologues pour le réseau public. Donc, on n'a pas sorti ça de notre chapeau. On l'a vraiment travaillé avec des gens qui ont déjà réfléchi à tous ces problèmes-là avant nous. Aussi, chez Québec solidaire, vous voulez mettre en place une assurance dentaire publique qui va être universelle et gratuite. À combien pourrait chiffrer cette mesure-là au Québec pour l'ensemble des Québécois? C'est une excellente question. Je vais vous avouer que celle-là, je ne l'ai pas exactement en tête, donc je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est sûr que c'est quand même ambitieux, mais tellement nécessaire parce que
les gens, encore une fois, le voient pas. Moi, je l'ai vu beaucoup comme médecin, et puis plein d'autres professionnels de la santé me le disent constamment. Une mauvaise santé dentaire, ça occasionne, ça fait des problèmes d'absentéisme, des coûts énormes pour les gens là, qui vont vivre des complications d'abcès et tout ça. Mais même, je dirais, à l'âge un petit peu plus avancé, là, dans les CHSLD, des gens qui, faute d'avoir accès à des traitements gratuits, font arracher des dents. Donc, on perd nos dents tranquillement, si bien que rendu à un âge plus avancé, sinon on n'a plus beaucoup de dents dans la bouche. Puis d'avoir un dentier, c'est aussi, ça coûte cher. Donc, vous voyez, ce qui arrive, c'est que rendu à un certain âge, en CHSLD, il est vraiment pas rare de voir des personnes âgées qui ont de la misère à bien s'alimenter parce que leur santé dentaire a été laissée de côté trop longtemps. Donc, ça a vraiment des répercussions, des coûts pour la société énormes. Donc, j'ai pas le chiffre en tête, mais chose certaine, on a un retour sur l'investissement. En fait, on voit même pas ça comme un investissement, une dépense, on voit ça comme c'est un investissement pour la qualité de vie et la santé de toutes les personnes qui, en ce moment, subissent trop de conséquences d'une mauvaise santé dentaire. Vous expliquez dans le fond qu'avec ça, vous voulez dans le fond prévenir dans le fond certains risques qui pourraient se développer en vieillissant parce que nécessairement en vieillissant, on n'a pas nécessairement l'argent pour payer ce service-là. Pourquoi pas faire la même chose avec les services d'optométristes? Là, on sait aussi que quand même les examens de la vue coûtent de plus en plus cher. On sait que les verres aussi pour les lunettes, c'est quand même important là, pour avoir une bonne santé au niveau visuel, là, au niveau des yeux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça dans votre plateforme au niveau de la santé? Ben, c'est un excellent point. C'est sûr que, puis en même temps, ça me fait réaliser, il y a plein de gens qui me disent les médecines alternatives aussi, c'est tant qu'à ça, je sais pas, l'ostéopathie, naturopathie, l'acupuncture, il y a plein de trucs, pour qui en ce moment sont payants, puis que ça pourrait être intéressant de le rendre plus dans une logique publique. Donc moi, je n'irai jamais dire que c'est pas pertinent. Là. C'est vraiment, je pense, une histoire ici. Je sais pas si vous avez vu un peu dans l'actualité récemment. En fait, probablement que oui. Que évidemment, plus qu'on propose des trucs, on va dire, de déprivatiser des aspects de soins santé, puis en même temps faire la lutte au changement climatique, tout ça vient évidemment avec un besoin de revenus additionnels. Donc, c'est nous à Québec solidaire, on a fait nos devoirs, puis on est allé proposer un cadre financier qui vient avec une colonne de revenus avec des nouveaux revenus, là, surtout qui sont en lien avec des taxes pour les personnes qui sont ultra riches. Et là, ça a fait énormément jaser. Là. Les gens disaient, quoi? Vous allez nous taxer plus? Ça va nous coûter plus d'argent. Donc, c'est vraiment dans un souci de pas non plus aller trop, comment je peux dire, de générer tellement de nouveaux investissements en santé en rendant tout gratuit, même si dans mon cœur, c'est ce que je souhaiterais. Mais de l'autre côté, vous comprenez que pour faire ça, ça nécessiterait d'augmenter plus les impôts, plus les taxes. Et là, je pense qu'il y aurait quand même cet enjeu-là d'acceptabilité sociale qui fait que ça pourrait... Déjà, on en entend beaucoup parler. Donc, c'est vraiment une histoire de choix parce que la santé dentaire occasionne énormément de conséquences sur le moyen, sur le long terme pour les gens qui peuvent pas avoir accès aux soins dentaires. Mais je suis très, très d'accord là, que tant qu'à moi, il y a plusieurs autres services là, qu'on pourrait rendre publics au bénéfice de tout le monde. Aussi, dans le plan santé de Québec solidaire aussi, il y a, en fait, la mise sur pied de Pharma Québec, là, c'est pas une idée nouvelle, là, c'était déjà une idée qui était proposée à l'époque là, par le co-chef et le co-porte-parole de Québec solidaire à l'époque, M. Amir Kadir. Maintenant, dans votre plateforme avec Pharma Québec, on veut créer une production locale de vaccins. Bon, évidemment, il y a eu la pandémie, donc on comprend pourquoi que cet enjeu-là est cité directement. Mais aussi de produire des médicaments génériques. Cette proposition-là permettrait de sauver combien d'argent aux contribuables québécois et au système de santé en tant que tel? Encore une fois, mon Dieu, vous me posez vraiment d'excellentes questions. Je n'ai pas regardé réviser juste avant vous le cadre financier, mais mon Dieu, je l'ai sur le bout de la lèvre, mais je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais oui, dans notre cadre financier, si je parlais de dépenses et de revenus, c'est sûr qu'on voit ça comme un revenu intéressant. De tout ce que Pharma Québec va nous permettre d'économiser, c'est quand même assez significatif parce que c'est bien évident. En ce moment, là, l'industrie pharmaceutique a le gros monopole, puis tout ce qui est dans une logique de libre marché, comme on le sait, contribue à augmenter l'accès, les coûts pour les médicaments, comme c'est le cas pour le coût des loyers dans le marché privé, etc. Tout ce qui est à la logique du libre marché connaît les frais un peu de l'inflation. Donc, c'est exactement le cas pour l'industrie pharmaceutique. Puis nous, ce qu'on veut, c'est
aller rapatrier un petit peu plus de contrôle sur cette logique-là du libre marché parce que la médication, c'est considéré comme un bien essentiel, puis il n'y a aucune logique qu'il y ait une escalade de prix là, sans fin et que tout ça se fasse au profit de seulement quelques grandes entreprises et au détriment de millions de personnes dans la population. Donc, on mise vraiment, vraiment beaucoup là-dessus. On va y tenir jusqu'au bout parce que, comment je peux dire, tu sais, la santé, il y a quand même du gaspillage en ce moment. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent qui est mis pour la médication, mais il y a beaucoup aussi d'argent qui est mis pour la rémunération des médecins. Donc, tu sais, c'est pas que c'est du gaspillage, mais ça coûte énormément cher et pendant ce temps-là, on se prive de plein de soins offerts par différents types de professionnels puis de l'accès aux soins de première ligne. Donc, tu sais, on veut essayer de rééquilibrer ça. Puis oui, Pharma-Québec est définitivement dans notre mire là, pour aller faire des économies en matière de coûts de médication. Aussi, dans votre plan en santé, c'est mentionné que Québec solidaire s'engage à rehausser le budget de la santé publique et à assurer son indépendance du pouvoir politique. Vous, en tant qu'ancienne directrice générale de la santé publique en Estrie, est-ce que vous trouvez que la santé publique au niveau du gouvernement a manqué n'était pas assez indépendante des décisions du gouvernement? J'aime pas beaucoup dire ça parce que c'est jamais le fun à admettre, mais j'ai été les deux pieds dedans quand même assez longtemps pour dire que il faut quand même distinguer, il y a l'échelle régionale puis l'échelle nationale, donc il y a la direction nationale avec anciennement Horatio, maintenant Le Boileau, et c'est pas les personnes en tant que telles, c'est ces deux personnes-là ont occupé le même poste qui s'appelle directeur national de santé publique, mais aussi sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et Services sociaux, et c'est là le plus gros problème. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle régionale, chaque directeur de santé publique a quand même une certaine latitude, quoi qu'on est toujours un petit peu contraint dans ce qu'on veut communiquer. On s'associe un peu aux règles des CIS et des CIUS. On peut pas prendre la parole quand bon nous semble. Il faut quand même se plier un peu aux règles du jeu des communications des CIS et des CIUS. Mais moi, où est-ce que je vois le plus gros enjeu de manque d'indépendance, c'est à l'échelle nationale. Parce que vous comprenez que si on est sous-ministre adjoint, on relève vraiment de l'appareil ministériel. Puis en même temps, on est censé jouer le rôle de protection de la santé de la population du Québec avec le chapeau de directeur national. C'est là que ça devient un peu complexe, à mon avis. Il faudrait que le directeur national de santé publique ait absolument le droit de s'exprimer sur ce qu'il souhaite dire à la population, qu'il n'y ait jamais de pression du ministère, du ministre, du premier ministre. Et ça, je me permets d'avoir des gros doutes pendant la pandémie. Moi, comme médecin spécialiste en santé publique, quand je voyais les annonces, j'avais vraiment de la difficulté à discerner qu'est-ce que dans la mesure sanitaire ou l'annonce qui est faite, quel poids le politique a-t-il eu dans cette prise de décision-là? Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de la difficulté à faire la part des choses. Donc, je me dis que monsieur, madame, tout le monde, ça devait être probablement encore plus mélangeant. Puis c'est important que les gens aient confiance en la santé publique et comprennent que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est toujours dans le meilleur intérêt de la population et pas dans le meilleur intérêt des politiciens. Rapidement, là, est-ce que la décentralisation des pouvoirs en santé vers les régions serait une solution à envisager? Oui. En fait, il y a deux choses. Il y a la décentralisation, le poids du national versus des régions. Et ensuite, il y a à l'échelle d'une région, comme si on prend l'exemple de la région de l'Estrie, est-ce que c'est toute la région qui doit avoir des décisions mur à mur uniformes pour les différents territoires? Par exemple, dans le coin de Quaticook versus Sherbrooke versus Mégantic, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Donc, est-ce qu'on devrait avoir même un peu plus de flexibilité pour prendre des décisions un petit peu plus locales? Donc, moi, je pense que cet esprit-là, de toujours aller plus vers le terrain puis laisser de place à l'innovation, de trouver de la créativité pour des solutions plus locales, plutôt qu'être dans du mur à mur puis des approches très nationales qui descendent vers le bas sans aucune possibilité de modifier quoi que ce soit. Ça, c'est sûr que c'est une position que Québec solidaire a toujours et va toujours prôner. C'est la logique de la participation citoyenne, de la démocratie et tout ça, c'est super important. Ceci étant dit, on ne peut pas faire de réforme de structure. On peut pas, pour le moment, on peut pas défaire les CIS et les CIUS parce que je pense que les gens sont juste tannés de grosses réformes. Nos employés du réseau de la santé sont fatigués, sont épuisés de la pandémie. Donc, vous comprenez, de tout aller rechanger les organigrammes, tout ça. Pour le moment, on n'est pas là parce que je pense que c'est pas ce que la population souhaite à court terme.
Madame Généreux, je sais que vous avez un horaire très chargé, puis c'est tout le temps qu'on avait pour faire l'entrevue avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite aussi bonne continuité dans votre campagne électorale, puis bon succès pour la suite. Ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Puis c'était des excellentes questions. Ça va m'amener à aller réviser mes colonnes de chiffres. Désolée, ça m'a pris un peu par surprise. Non, ben c'est bien correct, là. Merci beaucoup